C'est bon. Oui, donc la ville de Meyrin où nous nous trouvons était très marquée par le XXe siècle, par les idées corbusiennes, par le zoning. On a la première cité satellite de Suisse, on a une zone industrielle ailleurs et puis il y avait peu d'infrastructures culturelles et sportives au départ. Ici, on se trouve à un endroit où on veut exprimer qu'on a dépassé, qu'on a créé une cité du XXIe siècle avec, sur ta gauche ici, l'éco-quartier des Vergers et la place de la diversité, parce que ce quartier célèbre la diversité. On a une diversité d'habitats, on a de l'habitat coopératif, de l'habitat privé, on a une diversité d'activités culturelles, sportives, mais aussi commerciales. Et puis on a une diversité générationnelle, on a de manière très volontariste mélangé de l'habitat pour personnes âgées, ainsi de l'habitat étudiant, puis de l'habitat famille, etc. Voilà, donc on a toutes ces diversités-là qui s'expriment. Puis tout à coup on s'est rendu compte qu'en fait on avait la place de la diversité et qu'on avait ici, on ne peut pas appeler ça pour l'instant encore une place, c'est la route de Meyrin, extrêmement fréquentée, mais on a exprimé la volonté à terme d'y construire ici une vraie place, qu'on appellerait plutôt la place de la convergence de toutes ces diversités, puisque ici on a une ferme, qui s'appelle Ferme de la Planche, qui était en état de délabrement, qu'on est en train de rénover, pour y installer des fermiers, des paysans, qui vont faire du maraîchage dans l'écoquartier des Vergers, qui fait aussi encore une diversité supplémentaire que j'ai omis de mentionner précédemment. On a là une partie plus activité commerciale, secondaire, tertiaire, notamment avec l'hôpital de la Tour, qu'on voit là. Et puis on a du primaire, de l'agriculture, du secondaire et du tertiaire, plus de l'habitat. Et tout ça se réunit et se rassemble ici. On aura aussi d'ailleurs un nœud en différents moyens de transport public, puisqu'on aura un bus à haute fréquence qui viendra de ce qui est là-bas, la zone industrielle, et qui permettra ici du transfert modal avec la ligne de tram. En 2000, le canton de Genève identifie cette zone, cet espace, qui est un espace agricole, utilisé par des agriculteurs, comme un lieu idéal pour construire le quartier. Et donc ça va faire débat, puisqu'à ce moment-là, on commence quand même à craindre que la zone agricole en Suisse disparaisse comme peau de chagrin. Et donc, il y a un débat qui s'ouvre là autour. Ce qui a fait pencher la balance, ce qui a fait que même les écologistes approuvent qu'on déclasse cette zone agricole en zone constructible, c'est qu'en même temps, l'État prévoyait la construction de 2 lignes de tram, qui sont des 2 côtés du quartier, et qu'on était en bordure de ville et pas en rase campagne. Et puis en plus, que cela permettait de créer un quartier, un éco-quartier, ce qui était une volonté aussi, avec moins de voitures. Donc on a transgressé les lois de l'époque qui disaient qu'il fallait un appartement et demi, une place de parc et demi par appartement. Et on a 0,8 places de parking aujourd'hui. Et puis il n'y a aucune possibilité de garer sa voiture à l'extérieur. Il y a eu 2 pressions. Il y avait une pression au niveau cantonal. Effectivement, il y avait une crise du logement, elle existe encore partiellement. Mais il y avait aussi une crise du logement à Meyrin en quelque sorte. Et comme Meyrin est quand même un lieu de vie assez agréable, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient, au moment où eux-mêmes fondaient une famille, revenir vivre à Meyrin ce qu'ils avaient vécu comme enfants. Et donc on avait également à Meyrin même une liste d'attentes énorme pour des appartements. Donc ça aussi, ça a fait évidemment pencher la balance pour accepter ce déclassement, puis accepter de créer un nouveau quartier. Et la commune a d'ailleurs demandé à tout le monde, que ce soit les promoteurs privés ou que ce soit les coopératives d'habitation,
de prendre un certain pourcentage de Mérinois dans ces logements. Ça avait trois avantages. Le premier, ça rendait politiquement plus acceptable les investissements que devait faire la commune. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'allait pas avoir ici un quartier avec tous des nouveaux habitants, entre guillemets des étrangers, des non-mérinois, mais qu'on allait susciter un renouveau dans toute la ville de Meyrin. Pourquoi? Parce que les gens, les Mérinois qui déménageaient ici, n'étaient pas des SDF, donc ils libéraient des appartements ailleurs dans Meyrin. Donc il y avait un renouveau partout, ce qui était extrêmement bénéfique. Puis le troisième avantage, c'est que dans la politique d'un écoquartier, il y a le participatif. Alors la question se posait, puisqu'on avait ici un terrain vide, c'était comment faire participer des habitants qui ne sont pas là. Alors une des réponses a été pour la commune d'octroyer ces terrains en droit de superficie à des coopératives, et notamment des coopératives d'habitation participatives. Mais l'autre moyen, ça a été d'organiser des forums dans la ville de Meyrin, et tous les Mérinois qui se projetaient dans ce futur quartier, qui espéraient y trouver un appartement, pouvaient également participer à toutes ces démarches de création du quartier. On avait sur ce terrain, sur ces 16 hectares, on avait des propriétaires privés, d'anciens paysans qui se sont mis, comme ils n'étaient pas des promoteurs ou des développeurs, ils se sont mis ensemble avec des promoteurs. Et puis la commune de Meyrin qui avait donc 47% du foncier. La commune a donc décidé de transformer ce foncier en droits à bâtir pour pouvoir redistribuer les cartes, pour éviter que la commune soit d'un côté, la commune qui avait pour intention de donner son foncier, d'octroyer des droits de superficie à des coopératives, donc on ne voulait pas un quartier de coopérative et un quartier ordinaire en quelque sorte. Et donc on a transformé ce foncier en droits à bâtir et on a mélangé coopérative et privé. Donc l'idée là était très clairement de permettre un mélange là aussi et cette diversité et puis aussi une influence mutuelle. C'est-à-dire les coopératives venaient avec des idées nouvelles, venaient avec des ambitions nouvelles, mais elles devaient à un moment donné se confronter et tenter de convaincre ceux qui étaient venus vivre dans le quartier sans se poser d'autres questions que celle d'avoir un appartement. Donc la commune ensuite, elle a lancé un appel à candidature, enfin elle a choisi ces coopératives et donc ça lui a permis aussi, comme c'est elle qui choisissait les coopératives, ça lui permettait de mettre des critères plus élevés, c'est-à-dire qu'elle indiquait clairement dans le cahier de charge comment on pouvait la séduire pour être choisie. Et pour être choisie, il fallait non seulement avoir des ambitions d'efficience énergétique extrêmement élevées, il fallait également faire un concours d'architecture, ce que n'ont pas fait les privés, ce qui permettait ensuite d'avoir aussi une diversité architecturale dans ce quartier. Et puis elle devait aussi, et ça c'est extrêmement important, indiquer en quoi elle allait apporter quelque chose à la vie du quartier. C'est-à-dire qu'elle ne venait pas simplement implanter dans un no man's land un immeuble où les gens vivent bien cordialement, chaleureusement ensemble, mais elle se projetait aussi comme étant constructeur d'un bout de ville et donc elle allait participer, contribuer à créer ce bout de ville avec un projet, soit une auberge, etc. Enfin, on pourra le voir dans le détail. Et donc il fallait aussi convaincre la commune qu'on allait apporter un plus à la vie du quartier. Donc comme je t'ai dit, il y avait énormément de groupes de travail qui se sont créés avec des envies, des projets, des idées pour le quartier. Et notamment un groupe s'est dit qu'on ne pouvait pas prétendre être un écoquartier si on ne s'appropriait pas la question de l'alimentation.
sachant que l'alimentation avec les transports, mais aussi la production agricole, industrielle, était responsable en tout cas plus d'un tiers des émissions de CO2. Il y a eu cette volonté de réfléchir à notre alimentation et essayer de créer un circuit court allant de la fourche à la fourchette. Et on a créé cette ferme agricole des Vergers qui elle-même est en lien et en contact avec d'autres paysans locaux qui sont aussi appropriés le projet de la fourche à la fourchette, qui ne sont pas à Meyrin même, mais qui sont dans la région et qui participent à ce projet. On a créé un supermarché participatif paysan avec ces paysans-là dont je te parle, et des habitants du quartier, puis même des gens extérieurs au quartier, où on s'est créé un petit supermarché qui est censé grandir. Et puis on a aussi des restaurants, auberges qui s'approvisionnent, et évidemment les habitants du quartier aussi. Et puis on a aussi des habitants du quartier qui participent à ce projet en ayant leur propre potager urbain. Et les paysans donc ont des surfaces de maraîchage et ils livrent directement le supermarché du quartier. Et tout ce projet fédère aussi les gens puisqu'on se rencontre au supermarché, on participe. Donc c'est tous les membres de la coopérative du supermarché participatif paysan font ce qu'on appelle leur shift, c'est-à-dire leurs 2h30 dans le magasin. On a aussi une coopérative autour d'une auberge qu'on va passer voir, qui a, elle, à la fois l'ambition d'être un lieu social, mais aussi un lieu culturel, avec une salle de concert, de conférences, de théâtre qui a été créée. Donc, ce projet agroalimentaire qui en même temps a une vision pédagogique aussi, c'est-à-dire un objectif pédagogique plutôt, c'est-à-dire que les écoles peuvent venir faire l'école à la ferme pour elles aussi se réapproprier la question alimentaire. On travaille aussi avec l'école que tu vois ici, qui est l'école du quartier. Voilà, donc tout ça est en développement et en construction. Tout ça fait débattre aussi, parce que pas tout le monde est acquis à ça. Certains trouvent que c'est trop cher. Alors la question est débattue de comment créer une alimentation saine, abordable pour toutes et tous. Donc toutes ces questions-là, on n'a pas toutes les solutions, mais toutes ces questions sont débattues, on réfléchit et on expérimente. Et cette activité crée aussi du lien entre les gens. Et donc, est-ce que vous avez un objectif chiffré d'autosuffisance vers l'autosuffisance alimentaire ou en légumes, au moins sur l'écoquartier ou Alors, on ne s'est pas fixé d'objectif, mais par contre, on a la volonté d'irriguer la réflexion au-delà du quartier, notamment en lien avec la commune, en disant ces paysans qui participent au projet pourraient à un moment donné, dans une relation contractuelle avec la commune, produire pour la restauration collective, communale, à savoir les restaurants scolaires, les crèches, les repas pour personnes âgées, etc. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Ce qu'on voudrait aussi, parce qu'il reste 6 ou 7 agriculteurs à Meyrin, mais très conventionnels, ce qu'on aimerait aussi, c'est les intégrer à terme dans cette évolution. Mais là, ils sont encore assez réticents. Parce que ils sont d'accord, il y en a 2 qui sont passés au bio, et ils sont d'accord de livrer leurs marchandises à ceux qui veulent bien l'acheter, c'est-à-dire au supermarché participatif paysan, mais ils ne sont pas d'accord d'eux-mêmes rentrer concrètement dans le projet. Parce que j'imagine que ce que vous faites pousser ici, c'est bio? Oui. D'accord. Alimentaire de quartier, ça c'est né dans l'esprit de 2 personnes, qui sont Reto Kadoch et Jean-Pierre Sêtre. Et ils cherchaient un moyen, en tout cas, d'amener ça à la réalité.
que ça sorte de leur esprit, que ce ne soit pas plus juste des idées, quoi. Et il s'avère que pendant qu'ils étaient en train de chercher des moyens d'eux, une opportunité s'est présentée, et cette opportunité c'était donc la commune de Meyrin qui cherchait des acteurs qui voulaient s'impliquer dans la création d'un quartier éco. Ok. Et donc étaient prêts à donner la parole et donner les moyens aux futurs habitants pour créer des projets de quartier. C'était ça l'idée. Ok. Et ils ont trouvé une tribune, finalement. Les choses se sont faites assez naturellement vis-à-vis de la commune, puisque la commune a permis aux gens de s'exprimer, à écouter les idées de chacun, à récupérer ses idées. Et les idées les plus intéressantes sont ressorties. Il y a eu un grand colloque qui a été fait en 2012 et 2013, je ne sais plus, sur lesquels plus de 110 idées ont été émises. Et de ces 110 idées, une quinzaine aujourd'hui vivent encore. Le projet alimentaire de quartier. Ok. Et donc ça s'est fait au moment avant la construction du quartier. Avant la construction du quartier, bien sûr, bien sûr. Okay. Les bâtiments qui sont ici autour de nous, certains ont été acceptés parce que y a dans la dynamique une intégration réelle de ce projet en partie, ce projet de quartier alimentaire. Ok. Donc, il y a vraiment des dynamiques qui sont tout autres que simplement de faire de l'habitat. Ça va quand même plus loin et ça implique suffisamment de coopératives, pas que de la coopérative d'habitation. Ici, coopérative auberge. À côté, coopérative SPP, donc supermarché participatif paysan, qu'on voit sur le tableau ici. Et coopérative de la ferme urbaine aussi, qui est une troisième coopérative. Et puis il y a une dame qui est assise là-bas dans le canapé, qui est agronome et qui a participé à la construction de cette coopérative de la ferme urbaine. Et qui, eux, sont finalement mandatés par la commune en tant que paysagistes fermiers. Okay. Donc ils récupèrent un mandat de paysagiste, c'est plus la commune qui amène des paysagistes pour entretenir des espaces de gazon et des arbres d'ornementation. Pour le coup, là, c'est des fermiers qui utilisent des espaces entre les bâtiments pour faire des plantations, pour entretenir des arbres fruitiers, pour amener des moutons brouter de la prairie, qui pousse et qui amène des auxiliaires pour faire en sorte que toute cette flore, finalement, contribue au paysage. Soit beaucoup plus vivante puisqu'il y a des auxiliaires. Donc créer un vrai microcosme hyper résilient. Okay. C'est le but de cette petite coopérative-là qui va finalement, en définitive, nous fournir aussi des aliments, des fruits, quelques légumes, puisqu'ils ont des surfaces maraîchères. Et eux vont fournir à la coopérative du supermarché paysan, qui eux aussi vont nous fournir des aliments, puis la boucle est bouclée, puisque nous on donne à manger aux habitants, qui rendent leur compost à la ferme urbaine. Voilà. Le principe de la fourche à la fourchette, c'est ce qui est prôné finalement par le projet alimentaire de quartier. Ok. C'est ça les grandes idées. Super. Et c'est ce qu'on retrouve finalement sur ce joli tableau dont nous a gratifié Jean-Pierre Sêtre. On retrouve tous les éléments, le supermarché, les petits potagers qu'on peut voir dans le quartier des habitants, l'auberge avec le chef qui apporte de la couleur et des motivations de l'envie aux gens du quartier, la musique puisqu'on a une superbe salle de spectacle qu'on va voir en bas, les artisans qui sont en lien finalement directement avec la ferme, puisqu'il y a des ateliers d'artisans dans le petit supermarché participatif paysan, donc un boucher, un laitier et un fromager. Et puis la ferme des vergers, donc de laquelle je parlais il y a 2 minutes, qui exploite des arbres et des surfaces maraîchères. Le tout sous l'œil bienveillant du dieu Pan, qui est le dieu de la fertilité. Le système énergétique du quartier fonctionne de la manière suivante. Pour toute l'eau chaude sanitaire et le chauffage, on va prendre de l'eau dans la nappe phréatique du Rhône, à Penay. C'est un endroit à quelques kilomètres d'ici. Il y avait déjà une canalisation existante, parce que pendant un certain temps, le CERN puisait également dans la nappe phréatique pour refroidir des installations du CERN. Puis après, malheureusement, ou heureusement pour nous maintenant, mais malheureusement d'un point de vue écologique, ils ont renoncé à ça. Ils ont préféré refroidir avec de l'électricité nucléaire française. Et donc on a pu recycler cette canalisation existante et donc on puise de l'eau qui va, elle, refroidir des installations dans la zone industrielle, notamment le data center de l'hôpital de la Tour, et quelques autres trucs. Ensuite, elle arrive dans le quartier des Vergers, cette eau, où elle est traitée par des pompes à chaleur qui, elles-mêmes, sont alimentées, parce qu'elles demandent de l'énergie, ces pompes à chaleur,
par tous les panneaux photovoltaïques du quartier. Tous les immeubles sont dotés de panneaux photovoltaïques. Ok. Et il y a même certains d'ailleurs immeubles qui sont dans l'autoconsommation. Et ensuite cette eau, elle repart dans le milieu naturel à travers le lac des Vernes. Et comme elle est froide quand elle arrive dans le lac des Vernes, elle permet au lac des Vernes d'avoir une température relativement constante. Ce qui n'aurait pas été le cas si le lac des Vernes était uniquement alimenté par l'eau de pluie, puisqu'il sert de bassin de rétention pour les eaux claires de la cité. Et donc il apporte, ça permet plutôt à un biotope de se développer grâce à cette eau qui a permis de chauffer les appartements des vergers qui passent par le lac des Vernes pour retourner vers le Rhône à travers la petite rivière qui s'appelle le Nant d'Avril.